Dans un restaurant scintillant de Manhattan, elle se détachait comme une cicatrice sur une peau parfaite. Veste militaire trempée par la pluie, joue creuse, dignité qui refusait de se briser. Quand elle demanda à jouer du piano en échange de nourriture, les clients fortunés éclatèrent de rire. Le propriétaire du restaurant ricana. Un critique musical fit une plaisanterie à ses dépens. Ils n'avaient aucune idée de qui se tenait devant eux. Ils ignoraient ce que ces mains tremblantes avaient autrefois créé, ce qu'elles avaient sacrifié. Ce qui arriva ensuite, cela fit taire tout le monde. De quelle ville du monde regardez-vous cette vidéo aujourd'hui? Si les histoires de héros méconnus vous émeuvent, pensez à vous abonner pour plus de moments qui nous rappellent de ne jamais juger trop vite. La pluie tombait en nappes implacables sur Manhattan, transformant la façade élégante du Renoir en un mirage chatoyant de richesse et de chaleur. Liran Cordova se tenait sous l'auvent orné du restaurant, sa veste militaire usée offrant peu de protection contre l'averse. Ses doigts, autrefois capables d'arracher des mélodies transcendantes aux touches d'ivoire, paraissaient maintenant rougis et gercés par le froid. À travers les fenêtres, elle observait la lumière dorée des lustres de cristal se reflétant sur les flûtes de champagne et illuminant les visages satisfaits des clients en tenue de soirée. Dans le coin de la salle à manger trônait un piano à queue Steinway, sa surface polie intacte et luisante sous les lumières chaudes. Le reflet de l'Iran dans la fenêtre révélait une femme en décalage avec l'opulence devant elle. Joues creuses, cheveux emmêlés qui n'avaient pas vu de soins appropriés depuis des mois, et des yeux qui portaient une dignité inattendue malgré tout. Elle serrait une plaque militaire usée dans une main, la frottant comme un talisman, son estomac tenaillé par la faim, une compagne familière ces dernières semaines. Le bureau des anciens combattants avait encore perdu ses papiers. L'abri était complet depuis 3 nuits consécutives. La fierté l'avait empêché de mendier au coin des rues, mais le désespoir était une force puissante, érodant la détermination heure par heure. À l'intérieur, Wesley Rothschild présidait la salle avec un charme pratiqué. À 62 ans, il avait fait du Renoir un bastion d'exclusivité où politiciens, célébrités et l'élite financière venaient non seulement pour dîner, mais pour être vus. Ce soir était particulièrement propice. Un sénateur dînait avec des donateurs potentiels à une table, tandis que des critiques renommés goûtaient la dernière création du chef à une autre. Près du piano, Zarina Vulov, l'une des violonistes les plus célébrées au monde, fêtait son anniversaire avec un entourage d'admirateurs. Le maître d'hôtel se déplaçait avec une précision robotique entre les tables, son attention proportionnelle au prestige de la réservation. Quand il aperçut l'Iran à travers la fenêtre, son expression se tendit presque imperceptiblement. Le Renoir avait des politiques strictes pour maintenir son ambiance, et les silhouettes débraillées sur le pas de la porte ne s'alignaient pas avec l'image soigneusement cultivée de l'établissement. L'Iran regarda un serveur arriver à une table proche avec un plateau d'amuse-bouche intact, sur le point d'être débarrassé. La vue de nourriture jetée alors que son propre estomac la faisait souffrir fut la dernière indignité. Prenant une profonde inspiration, elle poussa la lourde porte et entra. La chaleur la frappa en premier, suivie par la symphonie des sons ambiants. L'argenterie tintait contre la fine porcelaine. Les rires montaient et retombaient en cadence pratiquée. Le murmure des conversations sur les portefeuilles d'actions et les maisons d'été dans les hantons déferla sur elle. Le maître d'hôtel se dirigea immédiatement pour l'intercepter, glissant sur le sol de marbre avec détermination. Les conversations s'arrêtèrent au milieu d'une phrase, les yeux se tournèrent pour évaluer l'intrus dans leur milieu. « Madame » commença le maître d'hôtel, sa voix basse mais ferme. « J'ai bien peur que nous ne puissions pas accueillir les clients sans réservation ce soir. Peut-être puis-je suggérer un établissement mieux adapté à vos circonstances. » L'Iran tint bon, bien que son cœur battît contre ses côtes. « Je n'ai pas mangé depuis 2 jours, dit-elle, sa voix douce mais ferme. Je ne demande pas la charité. Je peux jouer ?» Elle désigna le piano. « Je peux jouer en échange de nourriture. » L'expression professionnellement neutre du maître d'hôtel vacilla, révélant une surprise momentanée avant qu'il ne reprenne le contrôle. Il jeta un coup d'œil vers Rothschild, qui avait remarqué la perturbation et s'approchait avec une contrariété à peine dissimulée. « Y a-t-il un problème ?» demanda Rothschild, bien que ses yeux restent fixés sur l'Iran. « Cette femme souhaite fournir un divertissement musical en échange d'un repas, » expliqua le maître d'hôtel, chaque mot soigneusement choisi. L'évaluation de Rothschild fut rapide et dédaigneuse. La veste militaire était authentique, mais usée au-delà du respectable. Ses cheveux avaient peut-être été beaux autrefois, mais pendaient maintenant molles et sales. Sa posture, cependant, suggérait quelque chose au-delà du sans-abrisme typique. Il y avait une dignité là, incongruente avec son apparence. « Ceci est un établissement 5 étoiles, pas une station de métro, » dit Rothschild, assez fort pour que les tables voisines l'entendent. Quelques dîneurs ricanèrent avec appréciation.
À une table d'angle, Pambrokavich, un critique musical connu pour sa brutalité dans les critiques, remarqua bruyamment « Les sans-abri sont devenus très entreprenants ». Les doigts de Liran tressaillirent à ses côtés, un réflexe de pianiste. Sa mâchoire se contracta presque imperceptiblement. Elle avait enduré bien pire que la moquerie, mais la honte brûlait chaudement néanmoins. Elle était sur le point de faire demi-tour et de partir quand une voix l'interrompit. « Laissez-la jouer ». Les mots venaient d'une femme dînant seule à une petite table dans le coin. Emmeline Frost était assise avec une posture parfaite, son costume bleu marine taillé et ses bijoux minimalistes suggérant le gouvernement ou la finance. Il y avait quelque chose dans son ton, une autorité tranquille qui donna une pause à Rothschild. « Vous ne pouvez sérieusement suggérer. »« Comment ça, Rothschild ?»« Un morceau, » dit Emmeline, ses yeux rencontrant ceux de Liran avec une intensité qui suggérait une reconnaissance. Bien que Liran soit certaine qu'elle ne s'était jamais rencontrée. Sûrement le Renoir peut épargner 3 minutes de son atmosphère prestigieuse pour une audition inattendue. La salle se tendit avec la perturbation de son ordre naturel. Rothschild n'était pas habitué à être défié, particulièrement pas dans son propre établissement, mais quelque chose dans le comportement d'Emmeline suggérait des connexions qu'il serait imprudent de rejeter. Après un moment de tension, Rothschild céda avec une magnanimité théâtrale. « Un morceau » accepta-t-il, désignant le piano. « Faites vite » Alors que Liran se dirigeait vers l'instrument, des chuchotements ondulèrent à travers la salle à manger. Un serveur passant avec un plateau de dessert murmura à son collègue « $10 qu'elle ne sait même pas jouer, au clair de la lune ». Le pianiste qui était prévu pour jouer de la musique de fond plus tard dans la soirée observait avec curiosité professionnelle depuis le bar. La violoniste d'anniversaire, Zarina Vulov, interrompit sa conversation pour observer, ses yeux experts évaluant Liran avec plus de nuances que la plupart. Le Steinway grand se dressait sur une plateforme légèrement surélevée, éclairée comme s'il était un sanctuaire du raffinement. Alors que Liran s'approchait, elle sentit le poids de dizaines de regards jugeants, chacun supposant qu'il savait exactement qui est-ce qu'elle était. Il ne voyait que ce qui était visible. Une femme sans abri, une vagabonde, une nuisance interrompant leur soirée coûteuse. Personne ne vit les callosités sur le bout de ses doigts qui parlaient de milliers d'heures de pratique. Personne ne reconnut la façon précise dont elle ajusta le banc, une habitude formée à travers des années de performance professionnelle. Personne ne remarqua comment elle respira avant de placer ses mains au-dessus des touches, le rituel d'un artiste discipliné. Pour Liran, le moment s'étira dans l'éternité. Le passé et le présent se heurtèrent alors qu'elle fixait les touches luisantes. Combien de scènes avait-elle commandées? Combien d'ovations debout avaient autrefois validé son existence? Comme elle était tombée bas pour maintenant mendier des restes avec la seule monnaie qui lui restait. 4 ans plus tôt, elle avait fait un choix qui avait tout changé. L'opération classifiée qui lui avait en coûté restait verrouillée derrière des autorisations de sécurité et des cauchemars. Les dommages nerveux dans ses mains, les mois de rééducation, les médicaments qu'elle ne pouvait plus se permettre, tout s'estompa face au souvenir de ceux qu'elle avait sauvés et de ceux qu'elle avait perdus. Elle ferma brièvement les yeux, se centrant. Quand elle les rouvrit, la salle à manger avait disparu. Il n'y avait que le piano. Il n'y avait que la musique. Ses doigts descendirent et les premières notes de la ballade numéro 1 en sol mineur de Chopin emplirent la salle. Pas des explorations hésitantes, mais jouées avec une expertise indubitable. Le morceau commençait avec une progression questionnante douce avant de se déployer en territoires émotionnels complexes. Dans les mains de Liran, cela devint un récit de nostalgie et de perte, de force trouvée dans la vulnérabilité. Les conversations vacillèrent à mi-mot. Un serveur faillit laisser tomber un plateau de flûte de champagne. Le sénateur s'arrêta au milieu d'une anecdote, son audience n'écoutant plus. Pambrokavich baissa lentement son verre de vin, la reconnaissance scintillant sur son visage. En tant que critique, il avait entendu d'innombrables pianistes, mais certaines touches étaient aussi identifiables que des empreintes digitales pour ceux qui savaient quoi écouter. Il étudia Liran plus intensément, son cynisme cédant place à l'incrédulité. À sa table solitaire, Emmeline Frost ne montra aucune surprise. Elle observa Liran avec la concentration de quelqu'un confirmant un soupçon plutôt que découvrant une révélation. Rothschild se tenait figé près de la station du maître d'hôtel, son expression se transformant d'irritation en confusion alors que la musique refusait de s'aligner avec ses attentes. Ce n'était pas la tentative maladroite d'une mendiante opportuniste. C'était la maîtrise. Alors qu'elle jouait, l'esprit de Liran naviguait entre les mondes. Elle se vit au Carnegie Hall saluant en robe de soirée, des roses tombant à ses pieds alors que l'audience se levait dans une appréciation unanime.
Elle se souvint de son unité rassemblée autour d'un piano de fortune dans un avant-poste du désert, le visage illuminé par une faible lumière de lampe alors qu'elle jouait pour élever leurs esprits avant une mission dangereuse. Elle ressentit à nouveau le moment où musique et service militaire avaient catastrophiquement collisionné. Quand ses mains, sanglant d'avoir essayé de sauver un coéquipier blessé, avaient été irrémédiablement endommagées dans l'explosion qui suivit. Les défis techniques du morceau approchaient. Une section qui séparait les pianistes occasionnels des virtuoses. Ses nerfs endommagés protestèrent, mais la mémoire musculaire la porta vers l'avant. Des années d'entraînement avant l'aube, de répétition jusqu'à la perfection, ne pouvaient être effacées même par le trauma et la négligence. Rothschild bougea comme pour interrompre, sentant peut-être que ce qui avait commencé comme un divertissement amusant pour ses invités se transformait en quelque chose d'incontrôlé et d'imprévisible. Mais Emmeline leva une main en signe d'avertissement, son geste subtil mais indubitable dans son autorité. Le morceau construisit vers son climax une cascade de notes que l'Iran exécuta avec une précision qui défiait le tremblement visible dans sa main gauche. Le restaurant était tombé complètement silencieux, le seul son celui de la musique remplissant chaque coin de l'espace, exigeant reconnaissance. Pembroke se leva abruptement de sa table, sa serviette tombant oubliée au sol, son visage pâle de reconnaissance. « Ça ne peut pas être... » chuchota-t-il, mais même en parlant, il savait que c'était le cas. Un jeune serveur s'approcha de Rothschild et chuchota avec urgence, lui montrant quelque chose sur l'écran d'un téléphone. C'était un programme de concert d'il y a 8 ans, comportant une photographie de l'Iran Cordova en tenue formelle, sa biographie listant des conservatoires prestigieux et des prix internationaux. Le visage de Rothschild pâlit alors que la compréhension s'installait. Pendant ce temps, l'Iran avait fini la ballade de Chopin et était passé sans couture à un autre morceau. Ces compositions étaient moins célèbres, reconnaissables seulement par ceux avec une connaissance spécifique. Hymne pour les tombés avait été commandé pour une opération militaire classifiée qui avait résulté en de nombreuses victimes. Le morceau passait d'un respect tranquille au chaos contrôlé et retour à une résolution mélancolique qui parlait de sacrifice sans glorification. Alors qu'elle jouait, les larmes coulaient sur son visage, mais son expression restait composée. Ce n'était plus une performance pour de la nourriture. C'était une communion avec les fantômes, un rituel privé rendu inadvertemment public. Le sénateur Reed Harrington, dînant avec des donateurs potentiels, se pencha vers son aide militaire et chuchota une question. La réponse de l'aide fit que le sénateur se redressa sur sa chaise, son expression passant d'intérêt casual à reconnaissance solennelle. À une table voisine, un couple âgé regardait avec une émotion croissante. L'homme atteignit la main de sa femme, la serrant alors que des souvenirs de leur propre fils, perdu au combat, remontaient à la surface à travers la musique. Zarina Vulov, la violoniste célébrée dont la fête d'anniversaire avait été interrompue, regardait avec admiration professionnelle, cédant place à l'humilité personnelle. Malgré ses propres talents considérables, elle reconnaissait la transcendance quand elle la rencontrait. Emmeline Frost n'avait pas bougé de sa table, mais son attention sur l'Iran s'était intensifiée. Il y avait quelque chose de clinique dans son évaluation, comme si elle rassemblait des renseignements plutôt que d'apprécier simplement la musique. Les dernières notes de « Hymne pour les tombés » s'estompèrent dans le silence. Pendant plusieurs battements de cœur, personne dans le restaurant ne bougea ni ne parla. Les sons ambiants habituels du dîner étaient manifestement absents. Aucune argenterie ne tinta contre la porcelaine. Aucune glace ne bougea dans les verres. Aucune conversation chuchotée ne reprit. Le silence complet tenait la salle captive. Un souffle collectif retenu dans l'incrédulité. Pembroke fut le premier à briser le charme. Le critique s'avança dans l'espace ouvert devant le piano, son arrogance habituelle remplacée par un émerveillement authentique. « Mesdames et messieurs », annonça-t-il, sa voix de critique projetant à travers le silence. « Nous sommes en présence de l'Iran Cordova. » Le nom suspendu dans l'air. Quelques dîneurs échangèrent des regards, la reconnaissance s'installant pour se familier avec la musique classique. Il y a 8 ans, continua Avish, elle était saluée comme la pianiste la plus prometteuse de sa génération. Son interprétation du 3e concerto de Rachmaninoff au concours international, Tchaïkovski, lui a valu une reconnaissance mondiale avant qu'elle ne disparaisse du monde de la musique classique. Des murmures se répandirent dans le restaurant comme un feu de forêt. Les clients qui avaient quelques minutes plus tôt ricané de l'audace d'une femme sans abri, demandant à jouer pour de la nourriture, se déplacèrent maintenant inconfortablement sur leur siège. Rothschild paraissait frappé, comprenant soudainement l'ampleur de sa condescendance. Le pianiste de concert prévu pour jouer de la musique de fond plus tard dans la soirée était devenu pâle, reconnaissant un talent qui éclipsait le sien. Emmeline Frost se leva,
son comportement composé se fissurant légèrement alors qu'elle s'avançait. Le commandant Cordova n'a pas simplement disparu, dit-elle fermement. Elle s'est enrôlée. Elle dirigeait l'unité Annapurna dans l'opération Étoile du Nord. Le restaurant réalisa collectivement qu'Emmeline était militaire, probablement renseignement. Ses habitudes de dîner réservées prirent soudainement un contexte. Plusieurs clients avec des antécédents militaires se redressèrent, reconnaissant le nom de l'opération malgré son statut classifié. Il y a 4 ans, continua Emmeline, le commandant Cordova a sacrifié sa carrière et presque sa vie pour sauver 18 otages, incluant 3 enfants. La mission reste classifiée, mais les blessures qu'elle a subies à ses mains pendant l'extraction ont compromis sa capacité à performer professionnellement. Emmeline s'arrêta, incapable de continuer, l'émotion surmontant son détachement professionnel. Dans le silence qui suivit, un homme âgé dans le coin se leva. Le général Thaddeus Montgomery, retraité, était instantanément reconnaissable par ceux qui suivaient les affaires militaires. Il marcha avec des pas délibérés vers où Liran restait assise au piano et délivra un salut net qui en disait long. Un par un, d'autres dîneurs avec des antécédents militaires se levèrent et saluèrent, une reconnaissance silencieuse du sacrifice qui transcendait la moquerie antérieure de la soirée. Rothschild tenta de s'approcher avec des excuses tombant de ses lèvres, mais Liran leva sa main pour le faire taire. Elle parla pour la première fois depuis s'être assise au piano. « Je ne suis pas venue pour la reconnaissance, » dit-elle simplement. « Je suis venue pour de la nourriture. » La franchise de sa déclaration trancha à travers la sentimentalité qui avait envahi la salle. Ce n'était pas un conte de fées de talent découvert, mais un rappel stable de comment la société échouait souvent ceux qui avaient tout donné en service. Rothschild se tourna vers son personnel, son comportement transformé. « Préparez une salle à manger privée, » instruisit-il. « Le meilleur que nous avons à offrir. » Le sénateur Harrington s'approcha, tendant sa carte à Liran. « Mon bureau a des ressources spécifiquement pour les vétérans dans votre situation, » dit-il tranquillement. « Appelez ma ligne directe demain. » Liran accepta la carte sans commentaire, son expression gardée. Elle avait entendu de telles promesses avant, avait navigué des bureaucraties qui bougeaient avec une lenteur glaciale pendant que ses économies disparaissaient et sa santé se détériorait. Le général Montgomery parla ensuite, sa voix portant le poids de l'autorité même à la retraite. « L'armée prend soin des siens, » déclara-t-il, jetant un regard significatif à Emmeline. « Ou, elle devrait. Je ferai certains rappels ce soir. » À travers ces interactions, Liran resta assise au piano comme si l'instrument fournissait un sanctuaire dans un monde qui était devenu soudainement accablant. Ses doigts reposaient légèrement sur les touches, ne jouant pas, mais puisant du réconfort dans le toucher familier. Pembroke Avis s'approcha en dernier, sa persona de critique dépouillée par l'émotion authentique. « Le monde de la musique a pleuré votre perte ?» dit-il. Il y avait des théories. Dépression nerveuse, abus de substances. Personne ne soupçonnait le patriotisme. « Ce n'était pas du patriotisme, » répondit Liran, sa voix basse mais claire. « C'était un but. » Zarina Vulov, dont la fête d'anniversaire avait été entièrement oubliée, se dirigea vers le piano et plaça brièvement sa main sur l'épaule de Liran. Aucun mot ne fut échangé entre les artistes, mais la compréhension passa entre elles néanmoins. Alors que le choc initial s'apaisait, le restaurant commença à retourner à ses rythmes normaux. Les conversations reprirent, bien que le ton ait changé. Le personnel se déplaça entre les tables avec un but renouvelé. Le chef apparut brièvement de la cuisine, ayant entendu ce qui s'était passé, et instruisit son équipe de préparer un repas spécial. Emmeline s'approcha de Liran avec une autorité tranquille. « Commandant, » dit-elle formellement, « préféreriez-vous dîner en privé, ou aimeriez-vous de la compagnie ?» Liran considéra la question. La dernière heure l'avait épuisé de façon qui dépassait la faim physique. « Intimité, » répondit-elle finalement. Rothschild lui-même mena Liran à une petite salle à manger élégante, habituellement réservée aux célébrités cherchant la discrétion. Alors qu'elle passait entre les tables, les dîneurs qu'il avait plutôt rejetés regardaient maintenant avec un mélange complexe de honte, de respect et de curiosité. La salle à manger privée offrait un répit du scrutin. Une seule table fut rapidement préparée avec les plus beaux couverts. Les appliques murales fournissaient un éclairage doux qui n'aggraverait pas le mal de tête commençant à pulser à ses tempes, un vestige de vieille blessure. « Tout ce que vous souhaitez est vôtre », l'assura Rothschild avant de se retirer, la porte se fermant doucement derrière lui. Enfin seule, la composition soigneusement maintenue de Liran commença à s'effriter. Ses mains tremblaient, pas seulement à cause des dommages nerveux, mais du péage émotionnel d'être poussée involontairement dans un projecteur qu'elle avait délibérément abandonné. Le repas arriva,
présentée par un serveur senior qui la servit avec la déférence typiquement réservée aux dignitaires. La première bouchée la submergea presque après des mois de nourriture, d'abri quand disponible et de repas manqués quand pas. Les saveurs et textures complexes étaient presque trop intenses à supporter. Elle mangea lentement, délibérément, se concentrant sur chaque bouchée pour se fonder contre la marée d'émotions menaçant de percer ses défenses soigneusement construites. Un doux coup à la porte annonça le retour d'Emmeline. « Puis-je vous rejoindre maintenant ?» demanda-t-elle, respectant la demande antérieure de Liran pour la solitude, mais ayant clairement plus à discuter. Liran hocha la tête et Emmeline prit place en face d'elle. Pendant plusieurs minutes, aucune des femmes ne parla. Liran continua de manger tandis qu'Emmeline observait avec la patience pratiquée de quelqu'un habitué à attendre que d'autres brisent le silence. « Depuis combien de temps me cherchez-vous » demanda finalement Liran. « Spécifiquement, 3 mois, répondit Emmeline. Plus généralement, l'armée a tenté de vous localiser depuis que vous vous êtes enregistré pour sortir de Walter Reed contre avis médical il y a 2 ans. J'ai laissé des papiers appropriés. Vous avez laissé une adresse qui a été vacante 2 semaines plus tard. » Liran n'offrit aucune explication pour l'évasion délibérée. Pourquoi l'intérêt maintenant? Votre unité n'a jamais cessé de chercher, dit Emmeline simplement. Le capitaine de la Cruz a refusé de fermer votre dossier, même après que les recherches officielles furent suspendues. Le nom causa une réaction visible chez Liran. Ramirez de la Cruz avait été son commandant en second pendant l'opération Étoile du Nord, celui qui l'avait porté vers l'extraction après l'explosion. Le monde pensait que vous étiez morte, continua Emmeline, ou au moins retirée dans l'obscurité. Seule l'armée connaissait la vérité de votre service. Et même alors, la nature classifiée de l'opération limitait ce qui pouvait être partagé. Les sons du restaurant étaient étouffés à travers la lourde porte, créant un cocon d'intimité autour de leur conversation. « Je ne comprends pas ce que vous voulez de moi », dit Liran, posant sa fourchette à côté d'une assiette à moitié finie. « L'armée m'a libéré honorablement, mais finalement, mon service est complet. » L'expression d'Emmeline resta neutre. La libération était procédurale étant donné votre condition médicale. Votre expertise, cependant, reste inestimable. Mon expertise, répéta Liran, un bord amer s'insinuant dans sa voix. Mes mains peuvent à peine tenir une fourchette les mauvais jours. Mon soi-disant expertise ne vaut plus rien maintenant. Votre expertise musicale n'a jamais été votre seule valeur, commandant, rencontra Emmeline. Et vos mains, bien qu'endommagées, viennent de démontrer des capacités remarquables. Liran fléchit inconsciemment ses doigts, sentant le tremblement familier dans sa main gauche, la raideur dans 3 doigts de sa droite. Cette performance a pris tout ce que j'avais. Ce n'est pas soutenable. Peut-être pas pour des tournées de concert, reconnut Emmeline, mais pour d'autres buts, vos compétences restent exceptionnelles. À l'extérieur de la salle à manger privée, le restaurant continuait son service de soirée. À l'intérieur, 2 femmes s'engageaient dans une négociation délicate sur des possibilités futures qu'aucune n'avait anticipées au début de la soirée. Le restaurant s'était vidé sauf pour Liran et Emmeline, encore assises dans la salle à manger privée. Le personnel avait reçu l'instruction de ne pas les déranger, et Rothschild leur avait personnellement assuré qu'elles pouvaient prendre aussi longtemps que nécessaire. À l'extérieur, la pluie continuait de tomber, mais avec moins d'intensité qu'au début de la soirée. Emmeline fit glisser un dossier à travers la table, son contenu soigneusement organisé et portant des sceaux gouvernementaux. Voici les prestations auxquelles vous avez droit, mais que vous n'avez jamais réclamées. Logement pour vétérans, traitement médical pour blessures liées au service, compensation d'invalidité. Votre arriéré de salaire seul sécuriserait un logement confortable immédiatement. Liran ouvrit le dossier avec des mains prudentes. Les papiers à l'intérieur représentaient une bouée de sauvetage qu'elle avait délibérément lâchée il y a des années. Après sa libération, le poids de ce qu'elle avait vécu, combiné à la perte de ses capacités musicales, l'avait envoyée dans une spirale de dépression et d'isolement. Elle avait disparu délibérément, incapable d'affronter l'un ou l'autre monde auquel elle avait autrefois appartenu. « Pourquoi n'avez-vous pas accédé à ces ressources » demanda Emmeline, bien que son ton suggère qu'elle connaisse déjà la réponse. « Le monde pensait que vous étiez morte » dit Emmeline tranquillement. « Votre unité vous cherche depuis que vous avez quitté l'hôpital. » La main de Liran tremblait légèrement alors qu'elle passait en revue les documents. Les dommages nerveux de ses blessures étaient évidents dans la façon dont elle tournait chaque page. Les premiers mois, j'ai essayé. La bureaucratie était accablante. Les formulaires se perdaient. Les rendez-vous étaient programmés des mois à l'avance. Finalement, j'ai arrêté d'essayer. Elle ne mentionna pas la vérité plus profonde. Qu'une partie d'elle avait voulu disparaître,
se punir pour avoir survécu quand d'autres ne l'avaient pas fait. Les cauchemars avaient été implacables alors, remplis de visages de ceux qu'elle n'avait pu sauver, avec de la musique qu'elle ne pouvait plus jouer. Je ne pouvais plus jouer, pas comme avant, confessa Liran, regardant ses mains endommagées. Et si je ne pouvais pas jouer, je ne savais pas qui j'étais. Emmeline hocha la tête avec compréhension. Les psychologues militaires appellent cela disruption d'identité. Commun parmi les vétérans, mais particulièrement sévère dans les cas où les chemins de carrière primaires sont compromis par des blessures de service. La terminologie clinique parut à la fois réconfortante et aliénante pour Liran. Avoir un nom pour son expérience la validait, pourtant réduisait quelque chose de profondément personnel à une catégorie diagnostique. Emmeline atteignit dans sa mallette et produisit un autre document, celui-ci portant l'insigne de l'Académie navale des États-Unis. Il y a quelque chose d'autre. L'Académie a un programme de musique principalement pour des buts cérémoniels, mais avec des composants éducatifs. Il cherche quelqu'un avec votre background pour rejoindre la faculté. Liran fixa la lettre d'offre avec incrédulité. Je peux à peine jouer Chopin sans m'épuiser. Comment pourrais-je enseigner à ce niveau? Vous n'avez pas à performer, dit Emmeline gentiment. Mais vous pouvez encore créer, encore servir. Votre expérience fait le pont entre des mondes que peu peuvent naviguer. Discipline militaire, expression artistique. Les cadets bénéficieraient immensément de votre perspective. Pour la première fois de la soirée, quelque chose comme l'espoir scintilla sur le visage de Liran. La possibilité d'un but, d'appartenir quelque part à nouveau, était à la fois terrifiante et convaincante. « J'aurais besoin de temps, dit-elle finalement, pour récupérer, pour me préparer. » Emmeline hocha la tête. Tous les arrangements ont été faits. Logement temporaire près de Walter Reed pour reprendre votre traitement. Puis accommodation permanente près d'Annapolis quand vous serez prête. Liran ferma le dossier. Sa décision se formait, mais pas encore vocalisée. Comment m'avez-vous trouvé ce soir spécifiquement? La reconnaissance faciale des caméras de sécurité a signalé une correspondance possible il y a 3 jours dans un abri à Midtown, admis Emmeline. Je suivais vos mouvements, attendant une opportunité d'approche qui ne semblerait pas une embuscade. Liran donna un rire court et sans humour. Donc, vous vous trouviez juste à dîner au Renoir ce soir. J'ai dîné ici chaque soir cette semaine, confirma Emmeline. Votre paterne suggérait que vous vous dirigiez vers ce quartier. La pluie était inattendue, mais elle a accéléré le calendrier. Le suivi méthodique aurait dû sembler invasif, mais pour Liran, cela représentait quelque chose qu'elle avait perdu le contact avec. Le confort des systèmes et protocoles, d'être partie de quelque chose de structuré et ayant un but. Capitaine de la Cruz, dit Liran, revenant à un fil antérieur. Comment va-t-il? Lieutenant-colonel de la Cruz maintenant, corrigea Emmeline. Il va bien, actuellement stationné au Pentagone. Il n'a jamais cessé de vous chercher, même quand les recherches officielles furent suspendues. La promotion ne surprit pas Liran. Ramirez avait toujours été destiné à l'avancement, ses qualités de leadership évidentes même pendant le chaos de leur mission finale ensemble. C'est lui qui a suggéré le poste à l'Académie, ajouta Emmeline, a dit que votre capacité à maintenir la discipline sous pression était inégalée. Pensait que cela pourrait bien se transférer à l'enseignement. Le poids des événements de la soirée pressa, soudainement sur Liran. De la fin désespérée à la reconnaissance publique aux possibilités futures, le coup du lapin émotionnel était accablant. « J'ai besoin de réfléchir », dit-elle, se levant de la table avec les dossiers serrés dans sa main. Emmeline se leva aussi, produisant une carte de visite avec ses informations de contact. « Une voiture attend quand vous êtes prête. Aucune pression, mais aussi aucun besoin de retourner dans les rues ce soir. » Liran hésita, puis hocha la tête acceptant. Une nuit de sécurité, de chaleur et de sûreté semblait un premier pas raisonnable. Alors qu'elle sortait de la salle à manger privée, elle trouvait Rothschild attendant anxieusement dans le restaurant maintenant vide. « J'ai pris la liberté de faire préparer quelques articles par notre cuisine pour que vous les emportiez, dit-il, désignant un paquet sur le pupitre d'hôte. Nourriture simple qui se conserveront bien. » Le geste, clairement conçu comme amende honorable, apporta une émotion inattendue à la gorge de Liran. « Merci », réussit-elle à dire. À l'extérieur, la pluie avait cessé. La ville brillait sous les lumières de rue, les flaques reflétant la lueur urbaine. Une berline noire avec plaque gouvernementale attendait au bord du trottoir. « Vous n'avez pas à tout décider ce soir », rappela Emmeline alors qu'elles approchaient du véhicule. « Juste la prochaine étape. » Liran hocha la tête, serrant les dossiers qui représentaient des futurs potentiels, des chemins de retour vers une version de qui elle avait autrefois été.
La berline les livra à un hôtel modeste mais confortable près du Centre médical militaire national Walter Reed. Des arrangements avaient effectivement été faits. Une chambre réservée au nom de l'Iran, le personnel alerté de l'attendre malgré son apparence. Alors qu'Emmeline se préparait à partir, l'Iran posa une dernière question. Les personnes que nous avons secourues dans l'opération Étoile du Nord, les otages, ont-ils survécu après? L'expression d'Emmeline s'adoucit. Tous les 18. Les 3 enfants sont au lycée maintenant. La fille aînée postule aux écoles de musique, inspirée par la femme soldat qui a joué du piano pour eux pendant la captivité pour maintenir leurs esprits. L'information installa quelque chose de profond en l'Iran. Une question qui l'avait hanté pendant ses moments les plus sombres. « Reposez-vous, commandant, dit Emmeline. Demain sera plus facile. » Astérisque, astérisque, 6 mois plus tard, astérisque, astérisque. La lumière du soleil filtrait à travers de hautes fenêtres dans une salle de répétition modeste à l'Académie navale des États-Unis. L'Iran, maintenant plus saine mais portant encore des cicatrices visibles, dirigeait un petit ensemble d'aspirants à travers un morceau qu'elle avait composé spécifiquement pour leur capacité. Son jeu avait changé, s'était adapté à ses blessures, mais restait puissant dans sa vérité émotionnelle. Où elle s'appuyait autrefois sur la virtuosité technique, elle mettait maintenant l'accent sur l'interprétation et la connexion émotionnelle. Sa main gauche, encore sujette au tremblement, gérait des passages plus simples, tandis que sa droite prenait des responsabilités plus complexes. À travers les fenêtres, Emmeline Frost observait avec satisfaction tranquille. Elle avait transféré à un poste de liaison entre le renseignement militaire et les affaires des vétérans, lui permettant de superviser la transition de l'Iran plus directement. Les aspirants dans l'ensemble de l'Iran représentaient des backgrounds divers et des niveaux variés de capacité musicale, unis par leur engagement au service et leur respect pour la femme qui les dirigeait. Ils avaient entendu des rumeurs, bien sûr, se sont passés, à la fois comme pianistes célébrés et comme officiers décorés. Les faits de l'opération Étoile du Nord restaient classifiés, mais assez étaient connus sur son service pour établir ses références au-delà de la question. Alors que les cadets finissaient leur morceau, une jeune aspirante avec talent évident s'approcha de l'Iran. L'aspirante de première classe Martinez étudiait le piano depuis l'enfance et montrait une promesse particulière. « Commandant, demanda-t-elle, pourquoi nous avez-vous choisi plutôt que de retourner au monde des concerts? Vous pourriez encore performer professionnellement. Pas au niveau de vos enregistrements peut-être, mais certainement mieux que la plupart des pianistes actifs. » La question était audacieuse, mais posée avec curiosité authentique plutôt que défi. L'Iran considéra sa réponse soigneusement, regardant le groupe de jeunes militaires qui portaient à la fois des instruments et le poids de futurs déploiements. « Certaine musique n'est pas faite pour les applaudissements, » répondit-elle, sa voix ferme avec un but retrouvé. « Elle est faite pour guérir. » La réponse résonna avec les aspirants, beaucoup d'entre eux ayant choisi le service militaire par instinct similaire, un désir de contribuer au-delà de l'acclamation personnelle ou de l'avancement. Encore, à partir de la mesure 42, instruisit l'Iran, gesticulant pour qu'il reprenne. Concentrez-vous sur les dynamiques, le contraste entre force et retenue ou vive émotion. Alors qu'il jouait, l'Iran croisa le regard d'Emmeline à travers la fenêtre et hocha la tête une fois. Un accusé de réception silencieux entre 2 femmes qui comprenaient que la vraie force passe souvent inaperçue et que les performances les plus importantes se passent loin des projecteurs. Après que la répétition se conclut, l'Iran resta seul dans la salle. Ses mains, encore endommagées mais plus fortes maintenant après des mois de thérapie spécialisée, bougèrent sur les touches dans un rituel privé. Elle ne joua ni Chopin ni Rachmaninov, mais un morceau plus simple, composé pendant sa récupération qui accommodait ses limitations tout en exprimant son voyage. Le lieutenant-colonel Ramirez de la Cruz apparut dans l'embrasure de la porte, attendant respectueusement qu'elle finisse avant d'entrer. Ils s'étaient reconnectés 3 mois plus tôt, leurs retrouvailles initiales remplies d'émotions qu'aucun n'avait été pleinement préparé à naviguer. Depuis lors, ils avaient établi une amitié hésitante basée sur des expériences partagées et le respect mutuel. « Le Conseil a approuvé votre proposition », annonça-t-il sans préambule. « Le programme d'extension commence le mois prochain. Transport, équipement, tout ce que vous avez demandé. » La proposition de l'Iran avait été ambitieuse, un programme pour apporter la thérapie musicale aux vétérans luttant avec le PTSD et les blessures physiques. Sa combinaison unique d'expérience militaire et d'expertise musicale avait fait un cas convaincant, mais le financement était resté incertain jusqu'à maintenant. « Merci », dit-elle simplement, sachant combien de batailles administratives Ramirez devait avoir menées en son nom. « Ne me remerciez pas, répondit-il. C'était votre composition qui les a convaincus. Le morceau que vous avez écrit sur l'opération Étoile du Nord. Quand ils ont compris ce que la musique pouvait exprimer que les rapports ne pouvaient jamais, le vote fut unanime.
Liran hocha la tête, acceptant la reconnaissance. La composition avait été douloureuse à créer, excavant des souvenirs qu'elle avait essayé d'enterrer. Mais en donnant voix à ses expériences, elle avait trouvé un moyen d'honorer à la fois les coûts et le courage du service. Nous commençons avec l'hôpital des CVA, dit-elle, planifiant déjà. Puis nous élargissons à Walter Reed si les résultats sont positifs. Ramirez sourit devant sa concentration caractéristique. Toujours la planificatrice de mission. Certaines choses ne changent pas, dit Liran, mais certaines choses changèrent, réfléchit-elle alors qu'il a laissé finir sa préparation pour la classe suivante. Il y a 6 mois, elle se tenait sous la pluie, affamée et sans espoir. Maintenant, elle avait un but à nouveau, différent de ce qu'elle avait autrefois imaginé pour elle-même, mais peut-être plus significatif. Ses mains endommagées ne commanderaient plus jamais les scènes de concert du monde. Mais elle pouvait encore créer de la beauté. Elle pouvait encore servir. Et pour l'instant, c'était suffisant. Avez-vous jamais connu quelqu'un qui n'a jamais demandé de reconnaissance, mais qui méritait plus que quiconque? Quelqu'un dont la force tranquille a changé des vies sans fanfare ni gloire? Partagez leur histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ces histoires de héros méconnus vous parlent, pensez à vous abonner pour plus de rappels que le courage extraordinaire se cache souvent dans les cas les plus inattendus.